Mais j'ai l'impression, à moins que je me trompe, Madame Milot, avec l'instauration du nouveau programme culture religieuse et éthique, les choses vont changer. C'est presque une révolution qu'on va instaurer au Québec et je pense que c'est assez rare dans le monde actuellement et j'aimerais que vous nous en parliez. Les écoles privées vont devoir aussi passer ce programme-là. Alors, on a fait un choix de société là ici. Peut-être nous raconter en gros les principales étapes qui ont mené là. C'est un choix de société dont les linéaments remontent à presque une quinzaine d'années. Ouais. Bon. Avec le rapport Proulx. Avec le rapport. D'abord, la Commission des États généraux sur l'éducation en 1995, qui était la grande commission gouvernementale pour examiner tous les aspects de l'éducation. Et à ce moment-là, les commissaires avaient fait la recommandation c'est leur terme, de déverrouiller la confessionnalité scolaire pour à la fois respecter les droits fondamentaux, la liberté de conscience et de religion et donner à l'école sa vraie fonction de socialisation et du vivre ensemble de tous les enfants et de ne pas les diviser selon leurs convictions religieuses. Et un peu comme disait aussi Madame Lefebvre, avec le pluralisme religieux et culturel qui est maintenant un ingrédient incontournable de nos sociétés, on divise plus ça protestants catholiques au Québec, là. Voilà, absolument. Et en 1997, le groupe de travail sur la place de la religion à l'école a été créé. J'ai eu le plaisir d'en faire partie. Et pendant 2 ans, nous avons travaillé. Notre mandat était d'examiner tous les aspects de la religion à l'école. Donc l'enseignement, bien sûr, mais tous les aspects de la religion à l'école. Ça veut dire quoi, ça? Alors, ça comprend les structures étatiques, parce que les structures étatiques étaient qui géraient l'aspect religieux à l'école étaient catholiques ou protestantes. Les administrations scolaires, les signes religieux à l'école. Il y avait des services d'animation de pastorale dans l'école. L'enseignement, que voulons-nous? Le statut des écoles. Les écoles elles-mêmes étaient soit catholiques, soit protestantes. Il n'y avait pas d'école dans les systèmes publics qui étaient d'une autre confession. Donc, il fallait essayer d'examiner les aspects juridiques, les aspects politiques, les aspects philosophiques et aussi les aspects sociaux pour faire le point sur la place de la religion à l'école. Nous avons mené de très larges consultations, de très larges enquêtes. D'ailleurs, c'est les plus larges enquêtes et les plus larges consultations qui avaient été menées auprès des groupes religieux, auprès des parents, des enseignants, des directeurs d'école. Et même s'il y avait une tendance encore pour que la religion des parents soit présente à l'école, il se dégageait une nette majorité, et notamment chez les intervenants dans le milieu de l'éducation, pour que le système qui était déjà sécularisé de l'intérieur, c'est-à-dire même s'il apparaissait ultra-confessionnel, les enseignants avaient déjà sécularisé de l'intérieur, avaient dilué même jusqu'à un certain point les enseignements confessionnels. Et le Québec était prêt à ce qu'il y ait un grand changement, c'est-à-dire qu'on abandonne les enseignements confessionnels. Ceci dit, on aurait pu abandonner toute forme d'enseignement religieux. Mais au fond, ce que vous dites par enseignement sécularisé, vous voulez dire qu'il y avait déjà des notions de civisme, de vivre ensemble, de tolérance, de respect, tout ça. Oui, de conception qu'il y avait une diversité au Québec. Et si on arrive au moment où là, actuellement, il y a des écoles qui sont en train de tester ce nouveau programme-là. Oui. Qu'est-ce qu'il a de si original et est-ce que ça va être une révolution? Ce qui est original, ça va être une révolution tranquille, mais Monsieur Tallin, vous avez aimé ça? Il s'est adapté, c'est un programme qui est adapté à la philosophie de l'éducation qui est déjà au Québec, avec la réforme, et qui a un fort accent sur la citoyenneté. Mais on enseigne les religions quand même, on enseigne la culture. Mais ça aurait pu être un cours assez statique, c'est-à-dire voilà ce qu'est le christianisme, voilà ce qu'est le bouddhisme, voilà ce que... Mais à la carte. À la carte, voilà. Il y a eu un choix que si on présente les différentes religions, c'est pour mieux apprendre à comprendre l'autre, à mieux comprendre sa propre tradition, à être capable de dialoguer avec l'autre, à être capable de débattre à partir de choix raisonnés dans l'espace public avec des convictions qui sont diversifiées. Donc, l'accent est moins mis sur la culture avec un grand C que sur les interactions sociales que devront
dans lesquels devront vivre ces enfants-là. Donc, c'est l'aspect le plus, je dirais, novateur de ce type de programme-là par rapport à d'autres programmes qui existent en Europe ou ailleurs. C'est son accent sur l'éducation citoyenne. Où est-ce que vous logez par rapport aux signes distinctifs à l'école, qui sont souvent des lieux d'échauffourée, je dirais, médiatiques les 3/4 du temps? J'aimerais savoir... C'est ça. Est-ce que vous pensez de cette place? Est-ce que ça a une place à l'école? Comment gérer ça? Ici, on a décidé que le foulard islamique, notamment, avait le droit de citer sur les bancs d'école publiques et privées. En France, c'est interdit. Est-ce que les Français ont l'épiderme trop sensible? Est-ce qu'on peut bien vivre avec ça, Madame Milot? Moi, personnellement, je peux bien vivre avec ça. Et pourquoi? Pour différentes raisons. La première raison est si les institutions sont laïques, les personnes ne le sont pas. Je ne vois pas comment une école pourrait promouvoir ce qui est son devoir, promouvoir les droits fondamentaux, les libertés de conscience, de religion, l'égalité, et en même temps dire aux enfants, mais ne l'exprimez pas dans l'école. Okay. Pour une autre raison aussi, qui tient au choix éducatif que nous avons fait, nous avons choisi collectivement de parler des religions à l'école dans une perspective de dialogue, de compréhension de l'autre. Alors, je vois mal comment on pourrait dire à quelqu'un qui porte un signe religieux, nous allons parler des religions, nous voulons dialoguer avec des personnes qui ont d'autres convictions, mais surtout rendez le plus invisible possible vos convictions. Au fond, il faut être conséquent, selon vous. Voilà, il faut être conséquent. Alors, il y a des limites qui sont établies par la loi, c'est-à-dire l'ordre public, la sécurité, etc. Mais donc, globalement, ça ne me pose pas de problème. On l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, on parlait de la mouvance des peuples aujourd'hui, du fait que de plus en plus, ce pluralisme culturel dans nos sociétés nous amène à rencontrer évidemment des populations très différentes. Il faut se redéfinir d'une certaine manière, c'est comme s'il fallait rééquilibrer d'une certaine manière notre manière de penser la laïcité. Est-ce qu'il faut laisser une certaine place aux religieux dans nos sociétés pluralistes? Tout d'abord, je ne crois pas qu'on puisse donner tellement de place que on en vienne à dissoudre la démocratie. Là, vraiment, là, j'ai pris une grande respiration, Christophe. Tout à fait. Quand on parle d'accommodement à des individus. Bon, par effet d'entraînement, il va y avoir quelques autres individus aussi qui vont se glisser. Mais la démocratie, ses prémices les plus radicales, c'est de rendre possible, dans le débat public, la diversité d'opinions, qu'elles soient basées sur des convictions religieuses, qu'elles soient basées sur des convictions athées, morales ou philosophiques. Les prémices les plus radicales de la démocratie, ce n'est pas d'éradiquer la religion, c'est que dans les débats, ils puissent prendre une place comme les autres groupes de convictions peuvent le prendre. Alors, par exemple, on a reproché dans certaines causes, comme celle du mariage entre conjoints de même sexe, on a reproché à des groupes religieux ou à des évêques d'avoir pris la parole publiquement pour émettre leur opinion. J'ai été consternée qu'on leur reproche de dire leur opinion. C'est-à-dire, ce sont des groupes de citoyens, comme tous les autres groupes, les groupes de femmes, les groupes de jeunes, les groupes de travailleurs, qui ont droit de citer, c'est-à-dire ont droit d'exprimer publiquement leurs convictions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont normer le gouvernement, mais c'est-à-dire l'État et le tuteur, l'arbitre, qui doit entendre les différentes positions dans une société. Donc, ça m'inquiéterait d'éradiquer le religieux de l'espace public.